Rebond des créations de postes aux États-Unis, reflux de taux de chômage, remontée des contrats à temps plein. Dernier rapport de l'emploi américain de décembre pourrait pousser la Fed à passer son tour lors de sa prochaine réunion de politique monétaire 28 et 29, c'est ça? Exactement. Bonjour, janvier bien sûr. Frédéric Rosier, bonne année, tous mes voeux. Meilleurs voeux. Co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau France. Ce dernier rapport sur l'emploi américain du mois de décembre, il est extraordinaire, je veux dire, il nous fait saliver vu de France. Ça montre encore une fois une économie américaine qui est toujours aussi solide, des créations de postes qui s'accélèrent. Enfin, c'est un rapport qui est bien meilleur qu'attendu, qui pose des questions en termes de politique monétaire, évidemment pour la Fed, de pilotage, mais sur l'économie américaine, c'est fou, hein, c'est fou. Oui, un taux de chômage qui baisse, 4,1%. Le nombre de chômeurs en dessous des 7, la barre symbolique des 7 millions, donc tout va bien, même le taux de participation est bon. Donc le chiffre a provoqué quand même... Il était peut-être trop bon d'ailleurs, et ça a provoqué... Trop bon, ça prouve qu'encore une fois que l'économie américaine est en très bonne santé. Hein. Tout à fait. On ne peut que s'en féliciter d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais, en tout cas. Et c'est bon, avant d'ailleurs l'investiture de M. Trump, on a déjà quand même le sentiment que l'économie américaine, surtout en termes d'emploi, est quasiment presque en surchauffe. Donc ça a eu des conséquences assez fortes sur les anticipations justement des banques centrales et de la Réserve fédérale, parce que... C'est un rapport qui doit contrarier Jérôme Powell, je pense, honnêtement. Oui, il n'a pas dû bien dormir ce week-end. je pense qu'il aura d'autres soucis quand M. Trump va arriver. Je pense qu'il aura déjà la question de l'indépendance de la Réserve fédérale va se poser. Parce qu'effectivement, lorsqu'on regarde de tels chiffres, attention, on a quand même l'inflation cette semaine. Et ça va aussi être, à mon avis, très très important. On attend quoi? J'ai pas ça en tête. Alors la croissance sur l'inflation encore, en sortant de la partie variable volatile, on attend 3,3. Donc on s'aperçoit quand même que sur l'inflation, le dernier pourcent, pour aller sur un objectif de 2%, il est difficile. Il est très très difficile à obtenir. Et ça, c'est un élément. Donc c'est pour ça que c'est peut-être presque aussi important, voire plus important, ce chiffre de cette semaine sur les CPI. C'est cohérent de voir une économie américaine qui tourne toujours aussi bien avec des créations d'emplois et une inflation qui a du mal à revenir dans son lit vers 2%. Les deux sont cohérents. Oui, mais il y a une divergence avec l'Europe, par exemple. L'Europe, on l'a vu, alors vous allez me dire sur l'emploi et sur la croissance aussi, mais l'inflation, aujourd'hui, on est assez serein, et même la BCE. C'est lié à une activité qui est plus faible en Europe. Hein. Tout à fait, en dessous de 2. Alors, il y a aussi un impact sur le prix de l'énergie aussi qui n'est pas négligeable. Mais on va avoir cette fête qui va être... Finalement, lorsqu'on analyse les chiffres de l'inflation, allez, 3,3. 3,3 pour avoir une sorte de taux d'équilibre, ça rajoute 1%, ça fait 4,3. Entre 4 et 4,3. Ça veut dire que lorsque vous anticipez une baisse de taux sur les niveaux actuels, ça laisse plus de marge finalement. Alors, l'impact du rapport sur l'emploi a décalé encore l'hypothèse d'une baisse des taux plutôt au deuxième semestre. On était jusqu'à là sur un consensus autour d'une baisse. Une à deux. Là, c'est plutôt une et c'est plutôt courant octobre, le consensus. Donc on voit quand même qu'il y a eu un impact non négligeable. Et je répète, si on a une inflation qui ne baisse pas, et on verra les chiffres, ça laisse peu de marge de manœuvre à M. Powell s'il reste indépendant. Et ça, c'est quand même la question. Alors s'il reste indépendant, en janvier, c'est mort, il y a plus de baisse de taux. Et vous disiez même peut-être sur le reste de l'année, encore une fois, une seule au mieux. Alors il y en a qui disent mars, d'autres qui disent juin, vous dites octobre. Le consensus est en train de basculer plutôt sur octobre. Octobre. On était encore il y a quelques mois sur 3 à 4 baisses de taux. Oui, et on avait commencé le cycle il y a à peu près 9 mois sur quasiment un record d'anticipation de baisse des taux. On était quasiment à 13 baisses de taux anticipées. À partir du moment où on avait entamé justement cette phase de baisse de la part de la Réserve fédérale. Et finalement, on s'aperçoit que le dynamisme de l'économie ne permettra pas cet objectif qu'on s'était donné de 12 ou 13 baisses de taux de la part de la Réserve fédérale. On commence à avoir quelques turbulences sur le marché actions. Ça y est, maintenant, il y avait le message que nous envoyaient les marchés obligataires. Ça commence maintenant à la fois sur les taux longs qui progressent, la Fed qui ne baisserait plus ses taux, mais il y a un lien évidemment entre les deux. Et les marchés actions qui commencent un petit peu maintenant aux États-Unis en tout cas, à se poser des questions. Oui, c'est ce qu'on appelle la prime de risque. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde, donc c'est le rapport entre les taux sans risque et la rentabilité des actions, on s'aperçoit qu'à 5%, par exemple, si on arrive à 5%, on va être sur un niveau extrêmement bas de prime de risque aux États-Unis, aux alentours de 4 ou 5. Ce qui va, à mon avis, être difficilement tenable pour des marchés à ces niveaux. Donc,
Il y a un seuil psychologique qui est rentré vraiment dans le marché. Alors c'est vrai qu'au départ, on disait 4,50, c'est un seuil psychologique sur le 10 ans américain. Au regard de la dynamique de croissance, on est à 4,70. On va dire que le 5%, c'est le seuil d'alerte sur le marché qui pourrait enclencher. Ouais, sauf qu'à 5% sur les bons du Trésor américain à 10 ans, il y a plein d'investisseurs qui arrivent, qui en achètent parce que c'est un très bon plan. Acheter du 10 ans américain à 5%, oui. J'achète tout de suite. Et donc automatiquement, en achetant, ça fait baisser le taux souverain. Donc. Oui, alors attention, hein, les 5% sur le 10 ans souverain américain, ça a des conséquences. Alors on l'a vu avec... C'est un very good deal, ça. Hein. Oui, alors regardez l'impact notamment sur les valeurs refuges comme les crypto-monnaies ou l'or. C'est-à-dire que quand vous avez un actif refuge par excellence, qui est le bon du Trésor américain, ça a un effet d'éviction sur les actifs de protection qu'on pouvait avoir sur les crypto-monnaies, par exemple, ou éventuellement l'or. C'est pas grave, mais ça peut avoir aussi des conséquences, notamment lorsqu'on sait qu'il y a pas mal d'entreprises qui s'étaient chargées, notamment en crypto-monnaie ces derniers temps. On s'oriente vers la fin de la baisse des taux de la Fed si elle reste indépendante. Cette année, dans le meilleur des cas, pricing des marchés, une baisse de taux en octobre. Ouais. Oui, et on serait effectivement sur ce seuil avec une énorme divergence avec la Banque centrale européenne qui pourrait provoquer aussi un effet de déstabilisation en termes de ce qu'on appelle de carry trade, c'est-à-dire ce différentiel de rendement qu'on a entre l'euro et le dollar qui favoriserait bien évidemment le dollar au détriment de l'euro et provoquerait un choc sur l'échange. Or, on sait que le choc sur l'échange et une valorisation trop forte du dollar, ça ne plaira pas à M. Trump. Exactement. Donc là, on pourrait rentrer dans un processus où Trump serait titillé par cette problématique de change et de la cherté du dollar. Donc il pousserait la Fed à baisser ses taux et finalement, peut-être en impact avec un rebond d'inflation derrière. Donc attention, on est sur le fil du rasoir. On sait que M. Trump a quand même énormément insisté lors de sa première mandature pour pouvoir intervenir finalement sur la politique de M. Powell. Je pense qu'il va, à mon avis, pousser dans ce sens-là. Il fera quoi, Jérôme Powell? Il prendra jalousement son indépendance ou oui, je pense parce qu'il l'avait quand même. Il a été relativement robuste quand même sur la fin du mandat de M. Trump. Donc oui, à mon avis, il va rester tant qu'il peut sur ses positions, mais ça quand même, ça laisse supposer ces taux élevés aux États-Unis. Une guerre d'échange qui pourrait s'accentuer avec un dollar qui devient incontrôlable finalement versus les autres monnaies. Et on finit là-dessus, quel impact sur les marchés actions? Est-ce qu'on peut imaginer une bourse américaine, européenne qui progresse sans baisse de taux de la Fed avec une hausse des taux souverains américains et européens sur longue période? Alors ça peut parce que c'est pour la bonne raison, hein, c'est une dynamique de croissance. Par contre, les thématiques elles vont changer. Et on se rappelle par exemple au moment où Trump est arrivé, les thématiques notamment de l'énergie, les bancaires aussi dans une phase de dérégulation avaient plutôt profité de ce momentum. À l'inverse, peut-être que les technologies dans un environnement où les taux seraient élevés seraient peut-être un peu plus en souffrance, en regard notamment du parcours qu'elles ont connu ces dernières années et la cherté en relatif par rapport au taux de ces valorisations. Allez, merci beaucoup. Explication signée Frédéric Rosier pour Mirabeau France. Merci David. Salut.